Philippe Boukhara, historique du conflit israélo-arabe, de l'État d'Israël et du mouvement sioniste. Bonjour, je me propose d'aborder avec vous un sujet qui a souvent un retentissement dans l'actualité brûlante, mais j'ai essayé de le faire avec le recul de l'historien, c'est-à-dire, si possible, avec le maximum d'objectivité, étant entendu que je suis juif moi-même, engagé dans cette histoire, mais c'est un petit peu le défi des historiens du contemporain, d'aborder des sujets dans lesquels ils sont impliqués, en recherchant toujours l'objectivité. Concrètement, je vais vous parler de la manière dont les Juifs se relient avec ce qu'ils appellent le pays d'Israël. C'est ce qu'on appelle dans le langage aujourd'hui un narratif juif sur l'histoire de cet État et l'histoire de ce conflit. Il faut que ce soit clair avant que je commence que je ne cherche pas à nier l'autre narratif. Il y a un narratif arabe des événements qui contient sa part de vérité, et le problème va être justement d'essayer de comprendre les deux narratifs, d'essayer de comprendre ce qu'ils ont de légitime, chacun de leur point de vue, pour essayer ensuite de trouver des solutions humainement satisfaisantes à ce conflit. Alors, déjà, je pense que les mots ont une importance. Quand on va parler donc d'Israël et de la Palestine, eh bien, il faut se rappeler que le mot Palestine est le nom que ce pays a reçu des Romains au IIe siècle de l'ère chrétienne, après l'écrasement de la dernière révolte juive contre les Romains. Les Romains ont voulu déjudaïser le pays en le nommant pays des Philistins, c'est-à-dire Palestine. Et c'est ce terme qui est resté dans la langue arabe jusqu'à aujourd'hui, ce qui est parfaitement légitime, mais il faut comprendre que les Juifs, eux, évidemment, n'ont jamais appelé ce pays Palestine. Pour les Juifs, il s'agit du pays d'Israël, tout simplement. En hébreu, on dit Eretz Israël, et là encore, ce mot, contrairement à ce qu'on dit souvent, n'a pas de connotation idéologique particulière. C'est un mot technique. Le pays d'Israël, Eretz Israël. Israël, tout simplement, c'est le nom c'est le nom de Jacob, le personnage biblique de Jacob, qui obtient comme nouveau nom dans le récit biblique le nom d'Israël. Et il y a toute une exégèse pour savoir quand on l'appelle Jacob, quand on l'appelle Israël dans le récit biblique. Une fois qu'on a compris ça, eh bien, on comprend que la maison de Jacob, c'est-à-dire sa descendance, eh bien, habite le pays d'Israël, habite le pays où a habité Jacob auparavant. Hein. Et ce pays d'Israël, donc, je voudrais examiner avec vous quel est le lien que le peuple juif a avec ce pays. Alors là encore, quand je parle de peuple juif, c'est une notion difficile à comprendre et à admettre pour un public français très sécularisé. Mais comme je m'adresse aujourd'hui plutôt à des chrétiens, ils auront moins de mal à comprendre qu'il y a effectivement un peuple juif, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'incarnation dans un groupe humain particulier du message du judaïsme. On ne peut pas dissocier le judaïsme du groupe humain qui en est le support, qui en est le véhicule, et qu'on appelle le peuple juif, tout simplement. Alors là encore, c'est un autre sujet que je ne vais pas approfondir. Individuellement, une personne d'origine juive peut estimer, elle a le droit d'estimer qu'elle ne fait pas partie du groupe juif et donc du peuple juif. Mais quand il y a des millions de personnes qui, subjectivement, par leurs sentiments, par leurs sentiments intimes, estiment qu'elles font partie de ce groupe, eh bien, ce sentiment-là, subjectif, devient une réalité objective. Il y a bien un peuple juif dans la mesure où, de génération en génération, il y a des millions d'individus qui ont revendiqué cette appartenance, même s'il y a beaucoup de débats sur le contenu de cette appartenance, sur la définition précise de ce que ça contient, eh bien, il y a bien ce groupe humain qu'on appelle le peuple juif, et quel est le rapport entre ce peuple-là et ce pays-là que je vais essayer d'examiner avec vous. Je commençais peut-être par rectifier une idée fausse, mais très largement répandue, y compris chez les gens instruits et parfaitement cultivés, l'idée que le départ des Juifs vers la diaspora serait le résultat de la destruction du second temple de Jérusalem par les Romains. Donc, en fait, à la fin du 1er siècle de l'ère chrétienne, il y aurait eu le départ en diaspora à la suite de ce désastre militaire et aussi spirituel qu'était la destruction du second temple. Or, c'est tout à fait inexact, c'est-à-dire que la diaspora juive, elle démarre, en fait, 6 siècles plus tôt, elle démarre avec l'exil, avec la destruction du premier temple, et non pas du second. Il y a l'exil de Babylone, et donc dès lors, il y a déjà à ce moment-là ce qu'on pourrait appeler une bipolarité,
une partie des Juifs vivent en exil à Babylone et une autre partie continue à vivre dans le pays. Et déjà à ce moment-là, il y a une relation subtile qui s'établit entre ces deux pôles du monde juif. Et ça ne s'est jamais interrompu, cette bipolarité. Donc il n'y a aucun rapport de cause à effet entre la destruction du Second Temple par les Romains et la diaspora juive en tant que telle. Ça a l'air d'être une question technique que j'aborde. Mais en fait, derrière ça, il y a une question spirituelle importante. C'est que implicitement, c'est-à-dire sans même y avoir réfléchi, quand on croit savoir que ce sont les Romains qui ont créé la diaspora juive, eh bien en fait on perçoit les Romains comme étant une sorte de bras de Dieu pour punir les Juifs d'avoir refusé Jésus comme Messie quelques décennies auparavant. Puisqu'évidemment les Romains à ce stade-là ne sont pas encore un empire chrétien, mais ils auraient en quelque sorte exécuté une sanction contre ce peuple qui aurait refusé le Messie. Or, en fait, une fois qu'on a compris qu'il n'y a aucun rapport de cause à effet, eh bien, on se dégage de cette interprétation punitive à l'égard du peuple juif. Il y a certes cette divergence entre juifs et chrétiens sur la messianité de Jésus, mais ne mélangeons pas les sujets. Donc la diaspora, la bipolarité entre la diaspora et le pays d'Israël, elle est presque aussi ancienne que le peuple juif lui-même. Et ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est que le judaïsme, vous le savez puisque vous vous intéressez de près au judaïsme, repose essentiellement sur un système de pratiques très codifiées, plus que sur un système de dogmes. Ça fait aussi partie des différences entre nos deux religions, le fait qu'il y a relativement peu de dogmes relativement vagues dans le judaïsme. On ne formule pas des choses très précises auxquelles il faudrait croire. Par contre, on formule des pratiques très codifiées qui sont un petit peu le support, le socle sur lequel repose, vous voyez, la continuité du judaïsme. Or, il s'avère que parmi les 613 commandements que les rabbins ont inventoriés, les 613 mitzvot, eh bien, une grande partie d'entre eux repose sur la présence dans le pays d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a d'abord toutes les mitzvot, tous les commandements liés au temple de Jérusalem, qu'on ne peut plus accomplir puisqu'il n'y a plus de temple. Mais même s'il y avait le temple, quand on vit en dehors du pays, on ne peut plus accomplir ces commandements-là. Et puis beaucoup d'autres commandements liés à la présence dans le pays, à tel point que les rabbins ont énoncé que le simple fait de résider dans le pays, ce qu'on appelle la mitzvah yishuv haaretz, la mitzvah de résidence dans le pays, est en soi une mitzvah qui vaut autant que la totalité des autres mitzvot. Alors ce qui est un peu ironique, c'est que les rabbins disent la même chose à propos de l'étude de la Torah. La mitzvah Talmud Torah, elle vaut aussi autant que toutes les mitzvot. Donc mathématiquement, ça ne colle pas, mais le message est intéressant pour nous dire l'importance fondamentale de résider dans le pays. Et donc, évidemment, les rabbins se sont demandé qu'est-ce qu'on fait quand on ne réside pas dans le pays pour accomplir ces fameux commandements qu'on ne peut pas techniquement accomplir. La réponse qu'ils ont élaborée déjà dans l'Antiquité, donc ça remonte vraiment bien au-delà de l'horizon de l'actualité journalistique, la réponse qu'ils ont élaborée, c'est que les Juifs vivant dans la diaspora délèguent l'accomplissement de certaines mitzvot à ceux qui résident encore dans le pays. Et ça suppose qu'il y a toujours eu des Juifs qui ont résidé dans le pays, effectivement, c'est une information historique importante, et il n'y a jamais eu éradication complète de la présence juive dans le pays d'Israël. Et cette petite population juive qui a toujours résidé dans le pays, on l'appelle en hébreu le yishuv, c'est la même racine que le mot yeshiva, qui veut dire donc être assis quelque part, en l'occurrence résider dans un pays donné. Le yishuv, même s'il a été réduit par sa taille, a été mandaté par l'ensemble de la diaspora juive pour accomplir au nom des autres ce que eux ne pouvaient pas accomplir de l'extérieur. Et ce qui veut dire que les prières et l'étude de la Torah accomplies dans le pays par le yishuv avaient une valeur très supérieure aux prières et à l'étude de la Torah accomplie en dehors du pays, parce que ils résidaient là et ils accomplissaient pour eux-mêmes mais aussi pour les autres. Et il y a un mécanisme qui est peu connu en dehors du cercle des historiens, qui est important, je pense, de comprendre. C'est le mécanisme qui a commencé dès l'Antiquité de la circulation de rabbins itinérants envoyés par le yishuv à la rencontre des communautés juives de la diaspora. C'est-à-dire que c'est un maillon d'une chaîne de communication pratiquement ininterrompue à travers les âges. Vous avez des rabbins partant du pays d'Israël qui allaient rendre visite aux communautés juives de la diaspora
on les appelle des shlichim, c'est-à-dire littéralement des émissaires, des envoyés. Ces rabbins-là, non seulement enseignaient la Torah aux communautés qu'ils rencontraient, comme le font tous les rabbins, mais en plus, ils devaient prélever une sorte d'impôt volontaire financier dans les communautés juives de diaspora. On ne pouvait pas laisser repartir ces visiteurs sans leur avoir donné une somme qui était donc une manière très concrète de mandater le Yishuv. Le Yishuv, en fait, vivait de subventions collectées dans toute la diaspora par ces rabbins itinérants. Et ces visites-là étaient très importantes dans la vie des communautés juives de diaspora. Parce que on disait par exemple que le fait de donner de l'argent à ces visiteurs était plus important que l'argent de la tzedaka, l'argent collecté en permanence pour les besoins des pauvres, les besoins sociaux fondamentaux. D'un côté, on attache beaucoup d'importance à la collecte régulière pour la tzedaka, mais il y a une priorité donnée à l'argent pour les shlichim, pour les émissaires venus du pays d'Israël. Et donc, ces visiteurs repartaient avec ces sommes d'argent qui permettaient donc au Yishuv de se consacrer pleinement à l'étude et à la prière pour tout le peuple et pas seulement pour lui-même. Il y a une étape dans l'histoire de ce mécanisme-là qui est l'étape des croisades, pendant laquelle les croisés ont fermé les portes du pays aux juifs qui ne pouvaient plus circuler librement entre le pays et la diaspora. Mais dès que les croisés ont été chassés, en l'occurrence par les musulmans, eh bien la circulation a repris et le mécanisme s'est sophistiqué, c'est-à-dire que au lieu d'avoir une circulation un petit peu brouillonne à travers la diaspora, on a un mécanisme qui consistait à ce que les juifs d'une certaine ville du pays d'Israël aillent rendre visite à une certaine communauté dans la diaspora. En l'occurrence, il faut se rappeler qu'il y a 4 villes dans le pays d'Israël qui ont un statut religieux particulier. Il y a bien entendu Jérusalem, il y a aussi la ville de Hébron, Hebron, qui jouxte Jérusalem, dans laquelle sont enterrés les patriarches. Et puis en Galilée, il y a la ville de Safed et la ville de Tibériade qui ont aussi un statut important parce que c'est en partie là que le Talmud a commencé à être élaboré et mis par écrit. Vous vous rappelez que justement lorsque les Romains ont éradiqué la présence juive du côté de la Judée, de Jérusalem, eh bien il y a eu un repli vers la Galilée de la vie juive et donc l'élaboration du Talmud s'est déplacée dans l'espace. Hein. Et donc ces 4 villes-là ont un statut particulier et ce sont des rabbins d'une de ces 4 villes-là qui allaient rendre visite désormais à une ou deux communautés juives particulières dans la diaspora. L'idée étant que chaque communauté juive de la diaspora devait créer une institution religieuse dans le pays d'Israël qui serait une sorte de pont institutionnel permanent. En l'occurrence, donc, on appelle ça une yeshiva, vous voyez, un lieu d'étude de haut niveau de la Torah, mais qui relie très spécifiquement une communauté de la diaspora avec une ville particulière dans le pays d'Israël. Et ce système-là de jumelage, en quelque sorte, à la fois spirituel, mais aussi financier, vous voyez, l'un ne va pas sans l'autre, parce que pour s'adonner à l'étude à plein temps, il faut bien qu'il y ait des ressources quelque part. Ça s'est mis en place dans le monde entier. Et pour vous donner un exemple que je tire du professeur Gérard Naon de Mémoire bénie, à Jérusalem, au XVIIIe siècle, on était dans une bourgade très petite où il y avait quelques milliers de juifs, quelques milliers de chrétiens, quelques milliers de musulmans. Or, dans cette bourgade, il y avait plusieurs centaines de rabbins qui étudiaient à plein temps la Torah, dans plusieurs dizaines de yeshivot, vous voyez, dont chacune était reliée à une communauté spécifique de la diaspora. Et en l'occurrence, il y avait comme ça, en gros, 2 réseaux pour organiser ce lien à la fois spirituel et financier. Il y avait en gros un réseau séfarade et un réseau ashkénaze. Les séfarades étaient chez eux au Moyen-Orient, donc ils étaient les mieux placés pour transférer l'argent là où il devait arriver. Et donc les communautés ashkénazes, en fait, passaient par l'intermédiaire des communautés séfarades pour que l'argent soit bien distribué là où il fallait dans le pays d'Israël. Hein. Donc ce mécanisme-là, vous voyez, il a entretenu un lien vivant. Quand les personnes vivaient beaucoup moins longtemps que nous autres aujourd'hui, quand les personnes vivaient par exemple un peu plus de 30 ans, statistiquement, ils avaient une expérience dans leur vie de cette rencontre avec un émissaire venu du pays d'Israël, et cette rencontre était un grand événement. Je précise que un certain nombre de ces rabbins ont laissé des traces écrites
sous forme de récits de voyage, sous forme de correspondance, et qu'aujourd'hui c'est très précieux pour les historiens parce que on a très peu de sources internes des communautés juives anciennes. Quand on écrit l'histoire d'une communauté juive il y a plusieurs siècles, on a surtout des sources qui ne sont pas juives. On a des sources du milieu environnant, chrétiens, musulmans ou autres, mais on a très peu de sources écrites internes au monde juif. Or là, on a une source qui émane de ces rabbins qui ont laissé des récits ou des correspondances. Je précise aussi qu'il y a tout un aspect un peu folklorique. Il y a des rabbins qui sont morts en route, mais il y a aussi des rabbins qui ont été attaqués par des brigands parce qu'on savait qu'ils pouvaient transporter de l'argent. Il y avait même des faux rabbins qui voulaient se faire passer pour des émissaires et pour les démasquer, on leur montrait des documents signés par des rabbins très connus. Et s'ils ne reconnaissaient pas la signature, c'est qu'ils n'étaient pas des vrais rabbins. Voilà, donc cet élément-là, il a perduré pratiquement jusqu'au XXe siècle. Dans le monde des yeshivot, dans le monde des rabbiniques, ce lien humain a continué à fonctionner jusqu'au XXe siècle, et on ne peut pas comprendre la persistance du lien entre la diaspora et le pays d'Israël si on ne comprend pas notamment ce mécanisme. Alors, ça n'est pas le seul mécanisme, il y a aussi, bien entendu, dans toutes les prières juives, la place du pays est très importante. Dans les prières quotidiennes des Juifs, aussi bien après les repas qu'aux prières à différents moments de la journée, non seulement on parle de l'espoir de la reconstruction du temple lorsque le Messie viendra, mais on parle très précisément du retour de la souveraineté juive, de l'indépendance juive, vous voyez, comme Emiut Be'artzenu, l'indépendance du peuple dans son pays. L'indépendance, c'est pas un terme spirituel, c'est un terme politique. Donc on ne dissocie pas l'espérance messianique concernant le temple et l'espérance qu'on pourrait appeler politique concernant le retour en fait à l'indépendance. C'est-à-dire que en fait on ne comprend rien, je pense, à la culture juive si on ne comprend pas que jadis les Juifs ont été indépendants dans les royaumes dont nous parle la Bible et la Bible dans ses différentes parties, et que même si la durée de vie de ces royaumes indépendants était relativement faible, il y a une mémoire très ancienne de cette indépendance qui a laissé une trace de nostalgie, et que dans la diaspora, les Juifs se sont bien adaptés, ou ils ont bien été obligés de s'adapter à la situation minoritaire, où ils étaient complètement dépendants du bon vouloir de leurs voisins, donc dans certains cas ça se passait bien, dans d'autres cas ça se passait mal, mais la mémoire de l'indépendance n'a jamais été perdue, et cette nostalgie, elle se traduisait par une espérance du retour et de la restauration de l'indépendance. Évidemment, c'était projeté vers l'époque messianique, mais il y a une sorte d'impatience que ça se réalise très concrètement, et ça fait partie justement des grands débats internes au monde juif. Alors, est-ce qu'on a le droit de prendre des initiatives dans ce but-là, et dans quelle mesure, sous quelle forme on peut préparer déjà l'amorce de la délivrance messianique par le retour concret dans le pays et une restauration concrète de l'indépendance. Hein. Donc vous voyez, ce propos, me semble-t-il, n'est pas étranger à la question du sionisme, le sionisme comme mouvement contemporain. Vous voyez, l'identité juive en diaspora, elle repose notamment par cette mémoire un petit peu archaïque de l'indépendance de jadis, et cette nostalgie, ce qui veut nostalgie voulant dire ici, non pas démission, mais au contraire espoir d'une restauration. C'est vrai d'ailleurs, non seulement parmi les juifs pieux qui disent des prières régulièrement, mais aussi parmi ceux qui sont moins pieux ou pas pieux du tout, la trace culturelle est profonde de cette nostalgie. Alors, si vous voulez, peut-être pour terminer sur ce préambule, je dirais que le mot juif lui-même est un mot qui vient de judéus, vous voyez, qui évoque la Judée. Donc, dire qu'un juif n'a pas de rapport avec la Judée, avec ce pays-là, me paraît être un petit peu fort de café, si on me passe cette expression. Lorsque en Occident, on a décidé d'appeler les Juifs judéens, le mot vient de là, c'est bien parce qu'on était conscient de leur lien avec ce pays-là. Et donc, vous comprenez qu'en évoquant cela, je ne nie pas le fait que d'autres populations ont également un lien avec ce pays. Je ne nie pas leur attachement à ce pays-là, mais l'attachement des Juifs à ce pays, il est profond et il est très ancien, et il fait partie de la réalité humaine complexe que nous devons assumer aujourd'hui au XXIe siècle. Alors, maintenant, parlons un petit peu du sionisme. Vous voyez, dans cette présentation d'aujourd'hui, je vais parler plutôt des origines du phénomène sioniste, et je me propose dans une deuxième intervention de
de parler du conflit avec les Arabes, mais ce ne sera pas mon sujet aujourd'hui. Et puis dans une troisième intervention, je pense parler de la réalité de l'État d'Israël, vous voyez, non pas dans son conflit avec les voisins, non pas dans ses origines, mais dans sa réalité vivante d'aujourd'hui. Hein. Donc pour le moment, on va parler de la naissance de ce mouvement qui s'appelle le sionisme. Le mot lui-même, le mot sionisme, est un mot qui est né dans la langue allemande, très précisément en 1888 en tant qu'adjectif et en 1890 en tant que substantif. Zionistische et Zionismus dans la langue allemande. Ce mot est apparu à Vienne, très précisément, dans un journal étudiant juif à l'université de Vienne. Et il faut essayer de comprendre pourquoi ce mot apparaît à ce moment-là. Et pour cela, je vais remonter en fait un siècle en amont. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans la vision un petit peu simplifiée et qui est la plus couramment admise, on fait démarrer le sionisme avec Théodore Herzl, c'est-à-dire autour de 1897 et du congrès sioniste de Bâle qu'il a organisé. Or là, je vous ai donné une date qui précède 1897 de peu, et on va voir que Théodore Herzl, en fait, lorsqu'il a publié en 1896 son livre très important intitulé L'État des Juifs, dit Judenstaat en allemand, il emploie le mot sionisme pour dire que c'est ce qu'il ne veut pas. Donc tout ça est plein de paradoxes, et je voudrais vous montrer donc en fait que bien avant Théodore Herzl, pendant tout un siècle, il y a déjà toute une maturation, tout un processus de maturation qui amène à la création par étapes d'un mouvement, et non seulement d'un mot, mais d'un mouvement humain qu'on va appeler le sionisme. Je vais commencer par des facteurs qui sont même extérieurs au monde juif, qui contribuent à expliquer la naissance de ce phénomène, le sionisme. Premier facteur extérieur au monde juif, ce qu'on appelle l'orientalisme, c'est-à-dire au début du 19e siècle, on a une relation nouvelle qui est en train de se cristalliser entre les deux rives de la Méditerranée. Pour faire vite, vous voyez, on peut dire qu'à l'époque des croisades jusqu'au XVIIIe siècle, en fait, les deux rives de la Méditerranée se sont fait la guerre, ont eu une relation belliqueuse. Il y avait la rive chrétienne et la rive musulmane, et il y avait des pirateries où on se capturait les uns les autres, mais on n'avait pas du tout une relation de coopération, de dialogue. Or, ça commence à changer tout à fait à la fin du XVIIIe siècle, lorsque Bonaparte, il n'est pas encore Napoléon, lorsque Bonaparte part en Égypte avec son expédition militaire, vous savez sans doute qu'il emmène avec lui tout un contingent de savants, avec l'idée d'observer la civilisation égyptienne. Donc là, on est dans une attitude, au contraire, de curiosité intellectuelle, et donc forcément une forme de respect et de dialogue, aller regarder de près une grande civilisation très ancienne. On estime aujourd'hui, vous voyez, que c'est un petit peu le début même des sciences humaines, cette comparaison des civilisations. Et au début du 19e siècle, on a presque ce qu'on a appelé l'égyptomanie, c'est-à-dire une espèce d'obsession de la présence de l'Égypte comme une sorte de contrepoint de la civilisation occidentale, pour les comparer mieux, pour les faire dialoguer entre elles, ces deux civilisations. Et quand je parle de dialogue, je pense notamment à l'obélisque de la place de la Concorde, qui est un cadeau de l'Égypte à la France, ce qui indique bien qu'il y a une sorte de réciprocité. Il y a une curiosité aussi de la part d'un certain Orient à dialoguer avec un certain Occident. Je dis un certain parce que ces notions sont très discutables, et elles ont été discutées, hein, mais c'est important de comprendre cette relation nouvelle, plus ouverte, plus pacifique, entre les deux rives de la Méditerranée au XIXe siècle. Là, il s'agit donc du monde chrétien, occidental, et très concrètement, on va avoir aussi beaucoup d'écrivains occidentaux qui vont se rendre en voyage en Orient. Le voyage en Orient est devenu même un grand genre littéraire. Parmi les grands écrivains français, vous avez des gens comme Lamartine, Chateaubriand, Flaubert et Ernest Renan. Il y en a beaucoup d'autres qui ont publié des livres de récits en Orient, de voyage en Orient, pardon. Et dans ces récits de voyage en Orient, il y a d'ailleurs toujours une étape qui se passe du côté de la Terre Sainte et du côté de Jérusalem. Éventuellement, on va aussi en Galilée, sur les lieux saints du christianisme, hein. Et je redirai un mot dans un instant de ces passages où on parle de Jérusalem dans ces récits de voyage. Mais
Je voudrais ajouter que dans le monde protestant, et non pas dans le monde catholique, dans le monde protestant, on a un phénomène qui est très original, qui est la publication de livres appelant les Juifs à se prendre en main pour réaliser concrètement les Écritures, c'est-à-dire pour réaliser concrètement le retour à Sion. Il y a une sorte d'interpellation d'un certain nombre d'écrivains du monde protestant interpellant les Juifs sur l'urgence qu'il y a à se mettre en marche pour le retour à Sion annoncé par les Écritures. Je pense notamment à la romancière britannique George Eliot, qui en 1876 publie un roman intitulé Daniel de Ronda, où un jeune homme juif idéaliste est un petit peu le héros positif qui envisage de ramener son peuple dans le pays d'Israël. Ce livre a été beaucoup lu en anglais et il a même été traduit en hébreu pour la première génération de ceux qui lisaient l'hébreu moderne. Mais vous avez aussi Benjamin Disraeli, le grand homme d'État de la reine Victoria, qui était aussi un romancier, qui était un protestant, ne l'oublions pas, même si ses parents étaient juifs. Et Benjamin Disraeli a publié parmi ses nombreux romans 2 romans à thème sioniste, si l'on peut dire, hein. Un roman qui s'intitule Tancred et un qui s'intitule David Alroy, où il est question à chaque fois du retour des Juifs à Sion. Donc il y a une sorte de rêverie qu'on trouve aussi chez Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge, qui lui vit en Suisse, et qui lui aussi très concrètement et très explicitement parle de la restauration des Juifs dans le pays de leurs ancêtres, hein, plusieurs décennies avant Herzl, et il a eu le temps d'avoir des échanges avec Herzl à la fin de sa vie, où il lui disait qu'il avait déjà annoncé tout ça plusieurs décennies auparavant. Donc là, j'ai planté un petit décor de cette ambiance orientaliste qui traverse l'Europe occidentale et les États-Unis au début enfin tout au long du 19e siècle, et puis cette interpellation plus directe faite aux Juifs par des écrivains de culture protestante. Maintenant, je voudrais rentrer de plein pied dans le monde juif du 19e siècle pour dire que en Europe occidentale et aux États-Unis, les Juifs ont été au 19e siècle émancipés, c'est-à-dire qu'ils sont devenus des citoyens à part entière. Et c'est intéressant, me semble-t-il, de se demander quel rapport il y a entre ces Juifs qui sont, semble-t-il, mieux intégrés dans les pays dans lesquels ils vivent comme citoyens, avec l'émergence du sionisme qui, au contraire, envisage le rassemblement des Juifs dans le pays de leurs ancêtres. Est-ce qu'apparemment, on pourrait penser qu'il y a une contradiction entre ces deux phénomènes? Et je voudrais montrer d'abord que, à l'époque de Napoléon Ier, les Juifs de France, en fait les premiers qui avaient été émancipés par la Révolution française, les Juifs de France ont été sommés par Napoléon Ier de créer une organisation centrale qui existe encore aujourd'hui, qu'on appelle le consistoire central. Hein. À l'époque, elle était obligatoire, maintenant elle est plus volontaire, elle n'a plus de monopole officiel, mais l'idée de créer une organisation centrale des Juifs de France a été ensuite appliquée dans d'autres pays, vous voyez, et c'est une expérience nouvelle pour les Juifs d'apprendre à s'organiser d'une manière centralisée. Et sans doute que c'est curieux comme phénomène pour des personnes qui m'écoutent et qui sont des catholiques qui ont l'habitude d'une certaine centralisation. Dans le monde juif, on a toujours eu une organisation très décentralisée, où pratiquement chaque rabbin a une autorité dans sa synagogue, dans sa communauté, pour interpréter la loi pour ceux qui sont membres de sa communauté. Il n'y a pas de hiérarchie au-dessus du rabbin local. Il y a bien sûr une hiérarchie morale, une hiérarchie spirituelle, mais il n'y a pas de hiérarchie institutionnelle. Or, à partir de Napoléon Ier, et c'est pas par hasard, à cause du centralisme français, eh bien, on va imposer aux Juifs de s'organiser d'une manière centralisée, à l'échelle d'abord d'un pays, et puis il va y avoir des organisations juives internationales qui ont émergé au XIXe siècle, et là, on se rapproche beaucoup de la question du sionisme, parce que ce que je voudrais faire comprendre à ceux qui m'écoutent, c'est que l'idée de recréer un État juif indépendant, elle suppose 2 choses, en fait, si on raisonne de manière logique. Elle suppose, d'une part, que des Juifs qui sont disséminés dans le monde entier, d'une manière ou d'une autre, arrivent à se rassembler géographiquement dans le pays d'Israël. Donc ça suppose toute une organisation, d'aller leur parler partout où ils vivent, et de les persuader qu'ils doivent participer à un mouvement collectif pour revenir tous, ou en tout cas dans leur majeure partie dans le pays. Et d'autre part, ça suppose aussi un certain savoir-faire
en matière d'organisation. Un État moderne, ça ne se crée pas comme ça demande un vrai savoir-faire technique, administratif, pour que cet État fonctionne. Et d'ailleurs, on a vu dans les années 1960, avec la décolonisation, que beaucoup d'États nouveaux ont été créés, qui n'étaient pas des États solides, qui étaient des États fragiles, parce que justement, ils ne disposaient pas encore de ce savoir-faire administratif et technique qui permet le bon fonctionnement d'un État moderne. Et ça aboutit à des coups d'État militaires ou à des guerres civiles. Donc, au XIXe siècle, on a des organisations juives internationales qui se mettent en place, qui arrivent à créer un degré de plus en plus élevé de compétences techniques et administratives. On a des cadres qui dirigent des organisations juives internationales qui sont en fait l'équivalent des hauts fonctionnaires des ministères d'un État moderne. Quand ils ont eux-mêmes à faire des démarches auprès d'un certain nombre de gouvernements en faveur des Juifs, par exemple des Juifs qui veulent émigrer de la Russie où ils sont maltraités vers le Nouveau Monde ou vers l'Europe occidentale, on a ces responsables juifs qui doivent faire toutes sortes de démarches administratives et techniques. Ils sont en train d'acquérir en fait les compétences de hauts fonctionnaires d'un État moderne. Et c'était déjà vrai pour ceux qui, par exemple en France, ont été les premières générations de Juifs à accéder à des carrières de fonctionnaires et de hauts fonctionnaires ou même de députés ou de ministres. C'est un apprentissage dans la diaspora qui a en fait préparé sociologiquement le terrain à ce que les Juifs soient capables en fait de créer leur propre État indépendant et que cet État fonctionne et qui fonctionne plutôt bien, plutôt mal. Ça, je laisse ouverte cette discussion. Tout ça se fait au long du 19e siècle. Alors, pour être précis, je vais citer d'abord l'Alliance israélite universelle, grande organisation née à Paris en 1860. Et les Juifs de France sont très importants dans cette histoire. On l'oublie trop parce qu'au 19e siècle, ils étaient les premiers Juifs émancipés. Et la France elle-même avait un grand rayonnement international. Donc les Juifs de France étaient au premier plan de la vie juive sur le plan international. Donc il y a eu l'Alliance israélite universelle, née en France. Et puis il y a eu, par exemple, trois grandes organisations travaillant avec les Juifs de l'Europe de l'Est, en particulier de la Russie tsariste. Une organisation qu'on appelle l'ORT, qui existe encore aujourd'hui, qui s'occupe de formation professionnelle pour que les Juifs puissent s'insérer correctement sur le marché du travail dans une économie moderne. Vous avez une organisation qui s'appelle l'OSE, qui s'occupe des questions de santé, et l'idée étant que les Juifs puissent être soignés correctement, là encore, pour pouvoir s'insérer dans les pays où ils allaient immigrer sans être handicapés par des problèmes de santé, et une organisation qui s'appelait la ICA, qui organisait les flux migratoires de manière rationnelle, avec différentes étapes et avec différentes formalités. Donc, à travers tout cet apprentissage, on a ce que j'appellerais une préparation virtuelle d'un futur État juif par le haut, c'est-à-dire par les élites administratives et politiques. En même temps, il y a une sorte de préparation par le bas, c'est-à-dire que non seulement les Juifs d'Occident sont devenus citoyens, donc ont appris ce que c'était que d'être citoyens d'un État moderne démocratique, avec des bulletins de vote, avec des candidatures diverses, mais vous avez des formes d'organisation de la vie juive qui se sont modernisées. Vous savez, de tout temps, on a demandé aux Juifs de base, aux Juifs ordinaires, de contribuer à la vie de sa communauté en se portant volontaire, en se portant bénévole pour des tâches moralement honorables. Par exemple, enterrer les morts, par exemple, soigner les malades, s'occuper des personnes âgées, s'occuper de procurer des dots aux jeunes filles à marier. Ces genres de tâches-là ont toujours mobilisé des bonnes volontés dans des associations, dans des structures qu'on appelait des confréries, en fait, des chevrot. Et en fait, au 19e siècle, ça prend une forme plus moderne, on appelle ça des associations désormais, mais en fait, c'est le même mécanisme, vous voyez, qui est modernisé, et c'est une manière d'apprendre une sorte de civisme juif, de contribuer à la vie de sa communauté avec des méthodes modernes d'organisation. Tout ça, en fait, prépare le terrain de manière plutôt souterraine, au fait que les conditions seront mûres pour que le projet d'un État juif indépendant devienne un projet réaliste et non pas un projet totalement utopique. Et donc là, je résume un petit peu ce processus qui est plus souterrain qu'un processus visible à l'œil nu. Alors, finalement, je voudrais maintenant montrer quand apparaît l'idée sioniste à proprement parler, bien avant que le mot ne soit trouvé, ne soit inventé. Vous avez au XIXe siècle plusieurs précurseurs de l'idée sioniste dans le monde juif. Je vais citer les trois plus connus.
dans les années 1830 déjà, on a un rabbin séfarade qui vit en Serbie, qui s'appelle Yehuda Alkalay, et qui décrit un projet d'État juif indépendant, avec même une méthode qui consiste à créer une compagnie pour organiser la migration des Juifs vers ce futur État. Il décrit les choses pratiquement comme va les décrire Théodore Herzl à la fin du XIXe siècle. Et lui, il écrit en hébreu. C'est intéressant que ce soit un rabbin séfarade, parce que l'idée reçue consiste à dire que le sionisme est né contre les rabbins. Or, c'est un rabbin qui est le précurseur le plus ancien, si l'on peut dire. Et en plus, autre idée reçue, on dit que c'est né dans le monde ashkénaze et que le monde séfarade n'était pas encore concerné. Or, c'est un rabbin séfarade qui est le premier, et il n'est pas le seul, il a quelques collègues avec lui. Donc, il y a lui en premier, et puis dans les années, en 1862, pour être précis, on a un rabbin ashkénaze vivant en Prusse orientale, qui s'appelle Tzvi Hirsch Kalischer, qui fait une démonstration dans un langage rabbinique du fait qu'il faut s'organiser pour leur rotouration très concrètement. En fait, son langage est beaucoup plus traditionnel que le langage de Alkalay, qui était déjà très moderne. Et puis, la même année, à Paris, vous avez un exilé juif allemand qui s'appelle Moses Hess, qui est un des fondateurs du socialisme en Allemagne avec Karl Marx, même si plus tard Karl Marx va dire beaucoup de méchanceté à son sujet. Et ce Moses Hess, lui, est un philosophe socialiste qui lui aussi écrit un livre intéressant, important, intitulé Rome et Jérusalem. Pourquoi Rome? Bien parce que les Italiens sont en train de lutter pour l'unité italienne et donc leur indépendance. Et en gros, son idée, c'est que ce qui est possible pour les Italiens doit être possible aussi pour nous, les Juifs, à Jérusalem. Donc ce livre a été traduit en français, Rome et Jérusalem, et dans un langage socialiste et non plus dans un langage rabbinique, il dit la même chose en fait. Donc on a ces précurseurs. Il faut bien dire qu'ils ne sont pas beaucoup entendus de leur vivant. C'est-à-dire qu'ils sont entendus seulement par un petit cercle de sympathisants. Et j'appellerais ça du proto-sionisme, c'est-à-dire du sionisme qui n'a pas encore rencontré un écho, qui n'a pas encore suscité un écho important dans la population juive. Par contre, alors, justement, l'étape suivante, c'est ce que j'appellerais le pré-sionisme, c'est-à-dire quand ça commence à rencontrer justement un écho et à déboucher sur une structuration. Je vais prendre un exemple qui est peu connu, mais qui est passionnant. Il y a exactement 150 ans, en 1870, en fait ça fait maintenant déjà 151 ans, l'Alliance israélite universelle a créé dans la banlieue de Jaffa, donc en Palestine, comme on disait à l'époque, une école agricole qui a pris un beau nom biblique, un beau nom prophétique, Mikvé Israël, c'est l'espérance d'Israël, c'est un terme emprunté au prophète Jérémie. Dans cette école agricole, en 1870, en fait, il n'y avait à l'époque aucun candidat juif qui voulait apprendre l'agriculture. Et pourtant, on a un dirigeant strasbourgeois de l'Alliance israélite qui s'appelle Charles Netter, qui a cette intuition incroyable que non seulement il faut réapprendre aux juifs l'agriculture, et ça, il y en a d'autres avant lui qui avaient eu la même intuition, mais en plus, il faut leur réapprendre l'agriculture dans le pays d'Israël, parce que faire de l'agriculture pour un juif dans ce pays-là a une signification particulière. C'est une sorte de reprise de contact physique avec le sol du pays ancestral, et donc il y a cette dimension spirituelle qu'avait perçue Charles Netter. Alors, il est mort au début des années 1880, quand de manière assez extraordinaire, son intuition a commencé à être validée par la réalité. Au départ, il n'y avait pas de candidat pour son école, mais en 1881, commence à arriver dans le pays, justement, ce qu'on a appelé la première Aliyah, la première vague d'immigration juive moderne, parce que malheureusement commencent dans l'Empire russe les pogroms. Il y a eu 3 grandes vagues de pogroms dans l'Empire russe, dont je vais reparler sans doute, et la première vague en 1881 suscite une grande vague d'émigration, et parmi les gens de la première Aliyah, eh bien, il y a un groupe de gens qui veulent s'adonner à l'agriculture et qui vont utiliser donc la structure créée par Charles Netter pour apprendre effectivement l'agriculture, en plus selon les méthodes modernes de l'agriculture. Donc là, on est en train de passer justement du proto-sionisme vers le pré-sionisme. Le mot n'existe pas encore, mais il y a déjà en fait un mouvement organisé dans les années 1880 qu'on appelle les amants de Sion. C'est assez romantique. Les amants de Sion, en hébreu, les Chobevei Tzion, le Chibat Sion, l'amour de Sion.
Il y a d'ailleurs parmi eux pas mal d'écrivains et de poètes, parce que c'est en même temps le début de la renaissance de l'hébreu comme langue parlée, comme langue vivante, hein. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que l'hébreu moderne est apparu d'abord sous forme écrite en littérature, avant d'apparaître sous forme orale, comme un langage réellement parlé par des personnes. Au milieu du 19e, on a déjà la première génération d'écrivains en hébreu moderne, qui font des romans, qui font de la poésie en hébreu moderne. Ils participent aux Amants de Sion, ils sont actifs là-dedans. Et un peu plus tard, on va avoir le fameux Eliezer Ben Yehuda, qui est le grand promoteur de l'hébreu moderne parlé d'abord par ses enfants à lui, puis par les enfants auxquels il va enseigner à Jérusalem, justement grâce à l'Alliance israélite universelle. Tout ça forme un complément de structure, hein. Donc, grâce à l'Alliance israélite universelle, eh bien, Ben Yehuda va pouvoir enseigner à des enfants l'hébreu comme langue vivante parlée, et ça fait partie de cette nouveauté spectaculaire, en fait, de la première Aliyah. Ils vont parler l'hébreu au moins au niveau des enfants, et puis progressivement au niveau des adultes, et ils vont créer des villages agricoles qui aujourd'hui sont des villes importantes d'ailleurs, mais c'est une nouveauté extraordinaire. Faudrait dire éventuellement que l'agriculture moderne est arrivée dans le pays d'Israël par les Templiers, le mouvement allemand protestant des Templiers, hein, ce ne sont pas les Templiers du Moyen-Âge, mais les Templiers allemands ont introduit l'agriculture moderne un petit peu avant ces villages agricoles juifs de la première Aliyah, mais qui vont donc utiliser l'école agricole de Mikvé Israël, créée une douzaine d'années auparavant. Et donc c'est dans cette réalité nouvelle de la première Aliyah que le mot sionisme a été forgé. Pourquoi à l'université de Vienne? Eh bien parce qu'on avait là donc un mouvement d'étudiants juifs organisé par un certain Nathan Birnbaum qui préparait les gens dans cette optique de partir concrètement faire leur aliyah et vivre dans ces fameux villages. Et Nathan Birnbaum, donc dans son journal publié à Vienne intitulé Auto-émancipation, forge le mot sionisme. Et pourquoi ce mot auto-émancipation? Eh bien parce que c'était le titre d'un petit livre, d'une brochure publiée par justement le principal dirigeant des Amants de Sion. C'est un médecin juif russe qui s'appelait Léon Pinsker. Et Léon Pinsker publie déjà en 1882 un petit livre intitulé Auto-émancipation. Alors ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous voyez, les juifs doivent s'émanciper eux-mêmes. Ils ne doivent pas attendre d'être émancipés par le bon vouloir des autres, mais ils doivent s'émanciper eux-mêmes. Rappelez-vous la phrase de Karl Marx: l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, hein. C'est presque la même génération. On est dans l'époque où il y a cette idée d'émancipation et d'auto-émancipation qui fait son chemin. Et donc Pinsker, dans un contexte russe, propose l'auto-émancipation. Cette formule est reprise dans le journal publié à Vienne par Nathan Birnbaum, hein. On a donc déjà un mouvement organisé qui n'est pas très vaste par son étendue, mais il est déjà international. Il est présent dans différents pays de toute l'Europe, et même aux États-Unis et au Canada. Il y a déjà une sorte d'avant-garde qui a concrétisé la Aliyah. On l'appelle la première Aliyah. Ils ont même concrétisé l'agriculture juive, la langue hébraïque moderne. Mais tout ça est déjà amorcé bien avant. Alors, voilà. Finalement, Theodor Herzl arrive dans le tableau dans le contexte de l'affaire Dreyfus. Vous savez que c'est un journaliste viennois qui était envoyé spécial, qui était correspondant permanent à Paris pendant l'affaire Dreyfus et qui a été choqué par la poussée d'antisémitisme qui s'est exprimée à ce moment-là, même dans un pays démocratique et libéral comme la France. Et lui qui était profondément, entre guillemets, assimilé à la culture allemande et qui voulait profondément s'intégrer, eh bien comprend qu'il va y avoir un grand obstacle lié à l'antisémitisme. Et il a l'intuition à Paris, en 1895, l'intuition d'un État juif indépendant. Il ne connaît pas en fait le pressionnisme et le proto-sionisme dont je vous ai parlé. Il ne connaît pas tout ça, mais il redécouvre par lui-même cette idée de l'État juif indépendant comme réponse à l'antisémitisme. Et il va publier donc en 1896 ce petit livre, hein, qui s'intitule en allemand L'État des Juifs. Et en 1897, il convoque à Vienne le premier congrès sioniste, hein. Donc dans son livre, il avait dit que le mot sioniste ne lui convenait pas.
Pourquoi? Tout simplement parce que le mot sioniste voulait dire, de manière très modeste et très pragmatique, créer des villages, consolider lentement une société juive dans le pays d'Israël, qui serait une sorte de centre de rayonnement pour rendre le moral aux juifs de la diaspora, pour rehausser leur morale, pour leur rendre confiance en eux-mêmes face aux problèmes d'antisémitisme. Mais les amants de Sion étaient très prudents sur le plan politique. Ils ne parlaient pas encore d'État indépendant. Ils étaient conscients en fait que la réalité sur le terrain était encore très fragile et très modeste, et ils ne tiraient pas des plans sur la comète. Alors que Théodore Herzl, lui, envisage d'emblée un État indépendant. Il pense qu'il suffirait de négocier avec les grandes puissances de son époque, c'est-à-dire l'Empire ottoman, l'Angleterre, l'Allemagne, la France. Si on convainc les grandes puissances de son époque, eh bien, on pourra avoir une autorisation internationale de créer l'État juif, et puis il suffira de convaincre les juifs les plus riches de son temps. Il pense à l'époque aux Rothschild de Paris et aussi aux barons de Hirsch qui vivaient à Paris. Si on a l'argent des juifs riches et le consentement des grandes puissances, eh bien, très vite, on va pouvoir créer l'État juif. Il s'est avéré que ça ne s'est pas du tout passé comme ça, que toutes les démarches diplomatiques de Théodore Herzl ont échoué. La seule démarche qui a abouti concrètement, c'était que l'Angleterre a bien voulu lui proposer un territoire autonome pour les Juifs, mais du côté de l'Ouganda et non pas du côté de la Palestine. Et Dieu sait si ça a suscité des controverses chez les premiers sionistes, est-ce qu'il fallait accepter ou non cette offre britannique de l'Ouganda. En tout cas, Herzl lui-même a été obligé d'admettre que c'était le travail des amants de Sion qui était le socle sur lequel devait reposer la nouvelle organisation qui a pris le nom d'organisation sioniste à partir de 1897. Alors, je voudrais souligner une chose importante, c'est que l'apport personnel en fait de Herzl, au moment où il convoque ce congrès sioniste, c'est d'introduire la notion de démocratie dans le monde juif, l'idée que ce congrès était une sorte de parlement virtuel d'un État juif qui n'existait pas encore. C'est-à-dire que les juifs du monde entier ont été invités à voter pour élire des délégués, comme si c'était des députés d'un parlement pour un État qui n'existait pas encore. Alors le nombre des gens qui ont voté était encore très faible, mais sur le plan symbolique, c'est une image très forte qui a marqué les esprits. Je précise d'ailleurs que les femmes juives ont été, sans demander l'autorisation de personne, ont participé au vote et ont même été élues à hauteur de 7% parmi les délégués au premier congrès sioniste. Vous voyez, à l'époque où je crois qu'il y avait un seul pays dans le monde où les femmes vivaient, je crois que c'était la Nouvelle-Zélande, où les femmes votaient, pardon. Donc cette démarche de faire appel à tous les juifs comme individus, comme s'ils étaient déjà des citoyens à part entière d'un État qui n'existait pas encore, c'est une démarche profondément démocratique qui a su susciter beaucoup d'enthousiasme, beaucoup ça a eu un effet mobilisateur, puisque un des résultats de cette démarche, c'est que les juifs riches et les juifs pauvres étaient placés sur un pied d'égalité, un homme égale une voix, hein, de même que les juifs les plus pieux et les juifs les moins pieux étaient à égalité. Les rabbins étaient à égalité avec ceux qui étaient ignorants ou ceux qui étaient non pratiquants, et ça changeait complètement les termes de l'organisation interne de la vie juive. Et la vie juive était habituellement encadrée par les rabbins et encadrée aussi par ceux qui avaient beaucoup d'argent et qui subvenaient aux besoins de la communauté. Et tout d'un coup, eh bien, il y a une sorte de démocratisation de la vie juive qui est suscitée par le sionisme. C'est un aspect auquel on ne pense pas en général, et il me semble que c'est aussi une réponse à certaines analyses superficielles du sionisme qui voudraient le présenter comme un mouvement antidémocratique. C'est important de comprendre à quel point, dans la vie juive, en particulier en Europe de l'Est, là où vivaient les juifs les plus nombreux, eh bien, ça a introduit un ferment de démocratisation au sein même de la vie juive. Je précise aussi que au début de mon intervention, j'ai parlé de ces voyageurs occidentaux, de ces écrivains occidentaux qui écrivaient des récits de voyage. Et quand ils passaient du côté de Jérusalem, ils décrivaient en général des juifs réunis autour du mur des lamentations, ce qu'on appelle le mur occidental dans le langage juif, des juifs qui étaient en général des mendiants, en mauvaise santé, pauvres donc, et en même temps pitoyables. Et je dois dire que c'était démoralisant pour le juif d'Occident qui lisait ces récits, puisqu'il était inséré socialement, il lisait les mêmes récits de voyage que ses voisins chrétiens. C'était démoralisant, alors que jusqu'au XIXe siècle, la persistance du Yishuv dans le pays d'Israël était au contraire
un motif de fierté et de réconfort lorsque les Juifs de diaspora souffraient de l'exil, souffraient de l'humiliation de l'exil, l'humiliation violente ou humiliation douce, mais humiliation quand même. Ils avaient cette fierté de savoir que des Juifs continuaient à habiter à Jérusalem et dans le reste du pays d'Israël. Or, au XIXe siècle, cette sensation réconfortante est remplacée par au contraire un sentiment plutôt de choc à la lecture des récits de voyage où le Yishuv apparaît comme étant en quelque sorte en délitement et en décomposition. Et ça va être une interpellation qui va amener les Juifs d'Occident, justement ceux d'Occident, à prendre en main les affaires du Yishuv pour faire en sorte que ça change, que le Yishuv retrouve un visage plus empreint de vitalité, empreint de dynamisme, et ça va être donc d'abord la philanthropie de Moses Montefiore, grand philanthrope juif anglais, qui va encourager le Yishuv à travailler autrement et à vivre autrement sur le plan économique. Et puis, finalement, c'est aussi un des ressorts de cet élan vers le sionisme qui se développe à la fin du 19e siècle, même avant Théodore Herzl. C'est cet investissement pour l'avenir du Yishuv, pour qu'il retrouve sa fonction d'espérance pour l'ensemble du monde juif et mettre fin à cette parenthèse pénible de la déliquescence du Yishuv. Hein. Et donc ça va être le fait d'un certain nombre de juifs riches qui vont accepter de donner de l'argent pour faciliter un petit peu le travail des pionniers, parce que le pays était difficile, il fallait vraiment du courage pour aller défricher les marais et ça donnait à l'agriculture quand on ne l'avait pas pratiqué pendant des siècles. Hein. Voilà un petit peu dans quelles conditions émerge le mouvement sioniste, et je me propose donc dans ma deuxième intervention d'aborder la question importante évidemment du conflit avec les voisins arabes dans le pays d'Israël au fur et à mesure que les Juifs y reviennent de plus en plus nombreux.